Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Antonio, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission de l'analyse. Aujourd'hui, on va vous parler du match retour qui a eu lieu entre le Servette et le Sporting Club Braga. Servette qui s'est fait éliminer de l'Europa League 2-1 et qui va retrouver donc la Conference League. On va revenir sur ce match et sur les points culminants, sur le 11, la compo, le fil, les tops et les flops. Ensuite, on parlera de notre futur adversaire en Europe qui sera Chelsea. On fera un point sur le mercato puisque dans 2 semaines ça finit. Et on fera aussi une preview sur le match de Coupe de Suisse qui nous attend dimanche. Et pour tout cela, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné avec mon homologue, c'est dur à dire, mais il porte le même prénom que moi. Exactement. Lucas, toujours la fine équipe, toujours. Le duo pour une fois. Et on va parler de tout ça. C'était une journée compliquée, mais au final un peu prévisible. On va pas dire qu'on a beaucoup de regrets, mais voilà, c'est le foot, c'est comme ça. Et puis on va décrypter un peu tout ça. On va décrypter exactement. Toi, t'étais au stade hier soir. J'étais sur la partie gauche ouverte de la tribune nord. Ok, ouais, là où il y avait le moins de gens. Là où il y avait le plus de gens. Ah, ok, ouais, par gauche, rapport au stade. Okay. Je vois. Exactement. Selon moi, il y avait beaucoup d'ambiance. En tout cas, je sais pas si c'était le fait qu'on soit tous regroupés et que peut-être il y a un plus grand amas de supporters au même endroit. En tout cas, au sein même de la section et de la tribune nord, c'était très sympa. Ouais, en tout cas, depuis la tribune principale, on avait c'était un peu une configuration un peu bizarre. Ouais, là, c'est bizarre. On pouvait couper le stade en deux. Mais le fait d'avoir un virage bien rempli. Mais comme le ça, fait d'avoir un virage, je pense, ça influençait aussi pas mal la tribune est. Ouais, et que aussi, ça les faisait chanter, ça les faisait interagir avec la tribune nord. Ça, je pense beaucoup aussi, ouais. Ouais, c'est clair. En tout cas, il y avait de l'ambiance et il y avait peut-être pas du jeu, mais en tout cas, il y avait quelque chose dans les tribunes. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent au fil du match et sur l'ensemble des 90 minutes qu'on a parcouru hier avec ces 2 belles équipes pour l'Europa League. On aurait pu voir du spectacle et on n'en a pas vraiment eu, un peu comme à l'aller au final. Très peu de frappes, très peu de frappes cadrées. Cela dit, non, c'est compliqué, c'est le foot, il y a des matchs comme ça. Ouais, c'est ça, et c'est l'Europe, hein, c'est des matchs fermés la plupart du temps. Et on va y revenir d'ailleurs. Là, on va commencer tout d'abord par la compo que nous a proposé Thomas Eberly. C'était déjà là, ça faisait déjà la veille. Si vous avez suivi sur les réseaux, la compo avait fuité entre guillemets parce qu'il l'avait montré à la presse. Ouais. Mais du coup, on s'est retrouvé avec Frick au but. On est habitué, il joue les matchs européens et les matchs de coupe. Ensuite, une charnière centrale Rouillet-Séverin, à gauche Mazikou, à droite Tsunemoto, un milieu Doulin Ondoa. Et la surprise, c'est devant avec Magnin à droite, Konya à gauche, Antunes en 10 et Crivelli devant. Donc une compo sans ailier. Non, une compo, on a décidé de... Ouais, c'est ça, on joue en 4-2-3-1 et puis tu mets aucun ailier sur les flancs offensifs. C'est compliqué, surtout qu'on ne comprend pas avec un Von Moos ou à la limite de ne pas aligner Ouattara, je peux le comprendre pour un match européen, surtout avec un enjeu pareil. Mais Magnin, on a bien vu qu'à la base, il n'a pas été formé en tant qu'ailier, il est beaucoup utilisé comme ailier. J'ai de la peine à comprendre pourquoi, même s'il est assez complet. Pourquoi pas Von Moos ? Qu'est-ce qu'il a fait Von Moos pour ne pas finir sur cette feuille de match où on voit qu'on a cruellement besoin, que ce soit du côté droite ou du côté gauche, un ailier au final. Ouais, c'est Magnin, il s'attire un peu toujours les faveurs du coach, que ce soit Weiler ou que ce soit Eberly cette saison, mais il est un peu déplacé partout où il faut combler un trou, que ce soit latéral gauche, défenseur central, milieu centre et là ailier. Pour moi c'est bien parce qu'il est polyvalent, mais c'est mauvais parce qu'il n'est pas
très bon dans ses chacun, passes. ouais, exactement. C'est dur parce que ça le met à la fois en valeur, comme tu le dis, parce qu'il est polyvalent, mais honnêtement, d'un point de vue spectateur et de ce que nous on peut voir, ça le met pas en valeur parce qu'il n'est pas exploité à son plein potentiel et il est obligé, à un si jeune âge, c'est pas comme s'il était expérimenté, de devoir expérimenter tellement de postes, tellement de choix différents tactiques. Je pense que lui, il doit avoir de la peine à s'y retrouver et c'est un choix de l'entraîneur, espérant qu'il va payer un jour, mais actuellement on en souffre un peu, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Et puis Konya qui a retrouvé à gauche comme le match aller. Oui. Donc un milieu, en fait, là c'est pas d'ailier, des milieux centres. On avait compris le choix de Konya au match aller, c'était pour un peu apporter le surnombre au milieu de terrain. Ouais. Là, on a peut-être un peu trop de surnombre avec 6 joueurs qui jouent globalement au centre. C'est ça, on a que des milieux de terrain et au-dessus de Magnin, je le considère pas comme un milieu de terrain. Ça laisse à la fois nos flancs découverts et on l'a subi. Hein, c'est sur les côtés que viennent les attaques les plus dangereuses qu'on a pu subir et c'est difficilement compréhensible. C'est le moins qu'on puisse dire, quoi. C'est clair. Du coup, on va revenir sur le fil du match. Servette, donc. Qui a commencé assez timidement, il n'y a pas eu trop d'action que ce soit même en première mi-temps généralement, 20 premières minutes. Braga a eu une toute première action à la 28e. Un tir dévié qui était, mais je crois qu'il était en position d'hors-jeu au départ, mais bien sauvé par Doulin. Et après, le match continue. On a une occasion de Crivelli à la 38e. Qui est pas vraiment une occasion, c'est le défenseur qui dévie sur Crivelli. Exactement. Après, on a des situations comme ça où ça peut bien finir avec un fourbon, un truc, un angle qui fait que c'est aussi ça le foot, des fois, c'est la chance. Ouais. Là, ça nous a pas souri. Et on voit clairement que depuis récemment, la chance nous sourit pas forcément. Après, est-ce que c'est la chance ou est-ce que ça découle d'autres problèmes, ça, à l'avenir de nous le dire, mais actuellement, on n'a que nos yeux pour pleurer et puis c'est comme ça, quoi. Mais j'ai trouvé, je sais pas toi, mais Servette, dans ce match, on a manqué un peu de justesse technique. Que ce soit sur les passes, les centres, les transversales. C'était un peu... même les déviations, c'était un peu trop pas précis. Après, on sort du match de Bâle où c'est une catastrophe totale quand je la compare à la deuxième mi-temps. On peut dire qu'on a fait peut-être des progrès. Quand même, ce match, on a mis un peu plus d'intensité, mais techniquement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets. Et est-ce que c'est aussi lié au fait que Braga est, on va pas se le cacher, techniquement clairement meilleur et toutes les individualités sont très bonnes? Est-ce qu'on est aussi un peu nuancé sur le fait qu'on a vu une très bonne équipe, enfin pas une très bonne équipe de Braga, mais quand même techniquement les joueurs ils sont au-dessus? Peut-être ça nuance un peu aussi le fait que nos joueurs soient pas à la hauteur ou au niveau que, ouais, je sais pas. Et pourtant, au match aller, on a bien tenu. On a extrêmement bien tenu, absolument. Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu du déchet. Il y avait un contraste entre le Servette de la semaine passée et celui-là de hier. Il y a un petit contraste, mais il est pas évident à trouver parce que de nouveau, première mi-temps, si on se prend pas ce but, c'est un peu comme match aller. Même si au match aller, on va pas se cacher, la première mi-temps, on aurait dû planter et on va s'en vouloir au final aujourd'hui. Parce qu'on va en reparler bien entendu, mais au final on sort avec un but d'écart. Ce but-là, cette action qu'on aurait dû mettre à la première mi-temps à Braga, elle est cruciale, on l'a pas mise et on la paye aujourd'hui au final. C'est comme ça. Hein. Ouais, exactement. En première mi-temps, rien d'autre, c'est passé vraiment un match un peu ennuyant sur y a quand même ce but qui tombe juste avant la mi-temps. C'est justement jusqu'à la 46e minute et on pensait que Servette allait rentrer au vestiaire le score nul et vierge, ce qui aurait arrangé pas mal les Grenats. Mais malheureusement, sur la dernière occasion... Ce but-là, il fait mal. Alors, je sais pas, je crois que c'est Joao Moutinho qui fait une passe en louche, en cloche sur l'attaquant. Et Andoua qui suit pas, ou en fait il part de nulle part. Elle est très bien donnée la passe. C'est très juste et puis il remet magnifiquement pour l'attaquant tout seul et puis qu'il la met au fond. C'est les détails. Braga, il lui aura fallu un tir cadré pour marquer et ça se paye cher parce que c'était pas forcément dans le cours du jeu. Non.
Mais c'est ça qui fait les grands clubs européens. Absolument. Là, on voit la différence, une lucidité qu'on avait déjà payé face aux Rangers, qu'on a déjà payé face au Slavia Prague ou face à la Roma, où on voit que même si on fait a priori jeu égal, on se prend au final des buts juste à l'expérience et aussi à... Je vais dire, c'est comme ça. Les grands clubs européens savent mettre des buts, savent planter. Et c'est aussi une manière que nous, on n'a pas à voir. Et il y a deux façons de voir ce but de Braga. Hein. On peut critiquer Tsunemoto de ne pas être allé sur l'attaquant qui va au final mettre le but. On peut critiquer Ondoa pour ne pas avoir suivi correctement et pas avoir mis plus d'entrain physique ou je ne sais quoi. Mais on peut aussi voir ce but comme juste Braga qui a joué au football, un beau football, une remise. Ces buts, c'est beau, il n'y a rien à dire, c'est un cas d'école et on va le revoir aussi plus tard dans le match. Donc, Ouais, clairement. Juste avant qu'on continue, est-ce que tu pourrais allumer le ventilateur ? Parce que j'ai extrêmement chaud là. Mec, pardonnez-nous hein, si vous entendez un peu. Je l'ai pas vu. Voilà, parfait. Je ne me rendais pas compte, mais il doit peut-être faire 38, 40. Ouais, ici là-dedans. En fait, avec le soleil tape toute la journée dans ce studio et du coup. Le studio devient un four. Ah là, c'est compliqué. Surtout et on peut pas ouvrir la fenêtre sinon il y a trop de bruit. Ouais. Et après, vous entendez rien. Mais du coup, pour revenir sur cette action, ça part quand même d'une perte de balle de Servette. Je crois que c'est Mazikou de son côté gauche qui perd la balle. Ensuite, ça part en contre pour Braga. 15 secondes, je crois. Il aura fallu entre la perte de balle et... Et là, il y a un contre favorable. Brouillé essaie d'intervenir. Contre favorable. Ça joue sur la droite. Là, comme tu as dit, est-ce que Tsunemoto doit sortir sur le porteur du ballon ? Je sais pas, parce qu'il faut pas non plus se précipiter en défense. Bien sûr. Mais je parlais de là et je parlais aussi après. Ici là. Ici là, pour moi. Bien sûr. Si tu mets le pied, je suis pas défenseur, je suis pas Tsunemoto. Tsunemoto, il fait du bon taf pour moi. Alors, je le mets sur le compte que Braga a juste bien joué, que la passe était millimétrée, et qu'il a pas raté son coup le buteur. C'est dur à dire de nouveau. Est-ce que Sergio Ramos l'aurait arrêté ? Peut-être. Malheureusement, on est avec l'effet qu'on a et. Bien sûr, c'est des écarts défensifs qui en Super League sont presque habituels. Sont habituels et n'ont pas énormément de conséquences parce que les équipes en face ne sont pas aussi précises offensivement. Mais là, contre des cadors comme ça se paye cher. Ça se paye. Voilà, donc 1-0 à la mi-temps. Là, on se retrouve dans le même dispositif que contre Bâle. Ouais. Là, donc, si tu étais à la place d'Eberly, tu dirais quoi à tes joueurs à ce moment-là du match 1-0 ? Si je suis Eberly ? Ouais. Wow, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, je vais vous dire l'équipe. Bon. Vous voulez jouer l'Europa ? Allez, jouez. Voilà. En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Parce que pour moi, Eberly, j'ai pas vraiment... j'arrive pas à me mettre dans sa peau. J'arrive pas à savoir comment il parle aux joueurs, quel est son rapprochement face à eux, qu'est-ce qu'il symbolise aussi pour les joueurs, est-ce qu'il a la même place que Weiler à l'époque ? Je suis sûr que non, mais est-ce que ça en fait autant une marionnette comme certains le laissent un peu prédire ? Je pense pas non plus. Eberly à ce moment-là, je sais pas ce qu'il fait, et pour moi il va juste faire ce qu'il fait depuis le début, c'est suivre le plan de jeu. On s'est pris un but juste avant la mi-temps, on va rentrer fort, on va égaliser, on va pousser et on va choper ce match à domicile. Donc pas de changement tactique, pas de remplacement, enfin... Pour moi, les changements tactiques ils sont à faire depuis le début du match, donc si tu les fais pas dès le début, autant les garder et essayer avec de la fraîcheur de faire rentrer à la 60e, tu me fais rentrer mes deux ailiers, et on a d'ailleurs vu dès la 85e que dès qu'on avait deux ailiers on était beaucoup plus dangereux, et puis ça partait beaucoup plus vite parce que c'est ce qu'il nous faut. Un Konya et un Magnin n'a pas la percussion qu'a un Kuteza ou un Von Moss, et pour le peu de choses qu'on a pu voir, Von Moss je comprends toujours pas, et c'est un peu une déception de ne pas l'avoir vu dès le début du match, quoi. Oui, assez d'accord avec ça. En tout cas, Eberly en conférence d'après-match avait dit que il n'avait pas mis d'ailier parce que Servette subissait trop sur les côtés dans le match aller, et donc il a voulu passer plutôt par le milieu, et dans ce cas-là pour moi non plus ça n'avait pas ça fait pas de sens si tu mets... Non. Voilà, ou alors sur la compo t'enlèves les ailiers tout court, tu mets 5 milieux et 2 attaquants de pointe, je sais pas, tu innoves, tu fais un 4
4-5-1 quoi. Mhm. Tu fais un 4-5-1, je sais pas, t'innove, mais là de rester sur le dispositif actuel et juste mettre des joueurs qui sont pas habitués à ces postes-là, faut pas espérer la gloire et le bonheur, enfin je sais pas. Ouais, c'est clair. Et je suis totalement d'accord avec ça. En tout cas, Servette va revenir beaucoup plus convaincant en seconde mi-temps quand même, au bout de 5 minutes. On a même quelques actions avant celle dont on va parler plus longuement. On a une frappe, je crois, de Magnin, mais qui part très très haut. Mais il essaye, Il tente. Je crois qu'il y a Antunes aussi. aussi qui frappe dans les premières minutes, mais c'est bien bloqué par le gardien directement. Et là, la 52e, là, Konya lance parfaitement. C'est Doulin. Ouais. Qui fait une merveille de centre Ouais. à Crivelli. Gros match de Et là, Doulin, c'est d'ailleurs. le moment clutch. Si on la mettait, c'est un tout autre match. Mais en fait, Crivelli me la met complètement à côté. Et là, c'est un peu le débat actuel à Servette. On a besoin d'un neuf. On n'a pas besoin d'un neuf. Je ne Besoin comprends pas. cruellement. On a perdu notre neuf parce que c'était le meilleur moment pour en tirer le bon chiffre, parce qu'on savait qu'il allait probablement pas prolonger avec le Servette. Je parle de Bédia bien sûr. On nous parle ensuite de signer un potentiellement Nsame, ou en tout cas pas de le signer, mais que les contacts ont été faits et que ça veut dire qu'on a un intérêt quand même du Servette pour Nsame. Mais il était proche, et c'est On juste était qu'il y a proche. IB qui a refusé qu'il reste Absolument, en Suisse. mais ça veut dire que l'idée du Servette était quand même, on veut Nsame, ça veut dire qu'il y avait quand même une ambition de mettre un chiffre, parce qu'il n'était pas libre à ce moment-là, de payer un salaire qui correspond à Nsame. Depuis ce mauvais coup qui n'est pas passé, il n'y a eu personne, il n'y a pas un neuf, on n'a pas recruté de neuf, ça veut dire que... Il y a eu après ce Njai, moment- mais il y a eu la boulette administrative, on ne sait jamais ce que ça aurait donné. Exactement, on sait pas. Enfin, cette boulette administrative, c'est tellement le gros nuage sur lequel on peut pas se baser, parce que est-ce que c'était pas si important que ça et qu'au final on a perdu 200 000 balles et c'est ridicule par rapport à ce que j'ai l'impression on devrait mettre aujourd'hui, ou est-ce qu'on a perdu 3 millions sur le coup et c'était un énorme coup dur et ils essayent juste de masquer le fait qu'on n'est pas bien du tout. On peut pas se projeter, on peut pas savoir ce que ça nous a coûté, on peut pas savoir, je sais pas. Ouais, là, je comprends. C'est rude et bah ouais, là Crivelli face au but, il a l'action, il la met pas. C'est rude. Doulin qui fait une merveille de centre, hein. Ouais. C'est un caviar. Et Est-ce puis qu'il- le Cognac qui fait une merveille de passe aussi. Ouais, non, mais l'action est bien construite. Si Braga s'est bien joué au football, le Servette, et heureusement, je suis content de pouvoir le dire, ces dernières saisons nous a aussi appris qu'on peut jouer un beau football. Et on a quand même joué un beau football. Non, Mais clairement. on n'a pas concrétisé. C'est Crivelli un a- manque de finition qui nous suit ce Ouais, début de ouais, saison en ouais, tout ouais. cas, un peu caché par les le bons succès, résultats ouais, des trois premiers premières matchs. journées, Voilà, ouais. exactement, mais devant on a un attaquant qui est Crivelli, qui est plus un pivot, qui apporte beaucoup d'enjeux dans la construction, mais en tout cas en finition il n'est pas toujours au rendez-vous. Même je crois que cette saison, à part un penalty, il n'a pas marqué. Et son remplaçant, Guimeno, Il joue pas. il joue pas, et quand il joue, il est très décevant. Ouais. Et il marque pas non plus. Non. Parce que c'est un second attaquant, c'est pas un buteur, c'est un attaquant qui évolue avec quelqu'un d'autre, sauf que ce quelqu'un d'autre, on l'a pas. Ou en tout cas, on sait pas si on l'a. On a que des attaquants de pivots qui sont bons avec un collègue avec qui s'appuyer, avec qui relayer, avec qui faire des jeux techniques, mais ils l'ont pas. Ils l'ont pas et du coup ils doivent s'appuyer sur des joueurs qui, à la limite, tu t'appuies sur un ailier, c'est bien aussi quand t'es pivot, mais ce n'est pas des ailiers. Magnin, ce n'est pas un ailier, il a pas les réflexes d'un ailier. Konya, il a beau être le meilleur joueur du monde, malheureusement en tant qu'ailier, il a des manquements que Kuteza ou Fonmos pour moi n'aurait pas forcément. Donc c'est rude et on commence de plus en plus et on est qu'au mois d'août, le mercato n'est pas fini et là où on s'était un peu tous résignés à se dire qu'on n'allait plus signer personne, on commence de plus en plus à se désespérer, à se dire putain mais il nous faudrait quand même un ou deux joueurs de plus parce que là c'est compliqué. Ouais, on va y revenir sur le point mercato, mais on va rester là dans le match. En tout cas, on n'a pas fini le fil du match. 15 minutes après cette grosse occasion, Braga va clouer le match sur une merveille de construction collective. Hein. On va pas se mentir, c'est vraiment du jeu au ballon comme on ne peut pas faire parce que c'est les grandes équipes qui font ça et puis ils sont parfaitement emmené le ballon. Magnifique.
Frick sort, il fait très bien de Il fait ce sortir, qu'il faut. mais derrière, ça construit quoi. C'est dur. Et c'est d'ailleurs le remplaçant du buteur du premier but qui marque pour Braga. Donc Comme leurs quoi, deux le attaquants, coaching, leurs deux buteurs ont marqué. Coaching gagnant, et puis ils ont des buteurs qui savent planter. Après, les occasions n'étaient pas forcément compliquées à mettre, parce qu'on est sur des tirs à 2 mètres du but, où il faut être quand même dans le timing, savoir poser le pied. Et par exemple, on dit que c'est facile, mais Crivelli l'a pas fait. Crivelli, c'était quand même peut-être un peu plus compliqué que les 2 actions de Braga, mais la construction, c'est beau, ça joue au foot, ça reste quand même le Portugal. Pour le football, c'est quand même un pays qui sent bon, et c'est beau, c'est magnifique. On l'a payé, et on peut pas en vouloir vraiment à nos joueurs. Un peu trop laxiste sur cette à la limite, mais on est dans les 16 mètres. Il y a beaucoup de joueurs, ils savent parfaitement se déplacer, les joueurs de Braga. C'est difficile de mettre le pied, ils essaient de fermer les angles, mais c'est là où le déplacement et peut-être la lucidité défensive, elle est pas à la hauteur du niveau de jeu de Braga. C'est des questionnements, bien sûr, et c'est des détails. Est-ce que si on avait égalisé, est-ce que si, mais si on met Paris en bouteille, c'est donc c'est compliqué de se dire les choses. Il faut voir les choses comme elles le sont. Et, Braga qui avait changé de coach juste le week-end précédent face à un mauvais score en championnat portugais. Vous avez fait match nul comme premier match de championnat. Suite à ça, le coach a été viré. Ce qui est maintenant, on peut le dire, hein, c'était pas une bonne nouvelle pour Servette qu'il change de coach, parce que ça leur a amené quand même un peu plus de détermination dans le jeu, et ça s'est senti. Ouais, exactement. C'est des actions construites, c'est quand tu es en confiance, tu fais des actions comme ça, quand tu n'es pas en confiance, tu fais pas. Exactement. Et puis ça s'est ressenti en tout cas côté Braga. 2-0, Servette va faire quelques changements. On a l'entrée de Sawadogo, qui va rentrer à la place d'Antunes. Grand questionnement, pourquoi Sawadogo rentre en milieu de terrain? Parce qu'il a la vision de jeu. Oui, selon Eberle. Il a la vision de jeu. Il a la vision de jeu. Camara n'a pas la vision de jeu. Camara, milieu central, n'a pas la vision de jeu. De nouveau, je parle, et en vrai, vous pouvez m'insulter comme vous voulez, puisque je ne suis pas entraîneur et je donne un avis qui est subjectif. Je n'ai pas les yeux et je ne connais pas réellement les caractéristiques de chacun de nos joueurs. Mais d'un point de vue extérieur, de nouveau, on se pose des questions et on comprend pas forcément pourquoi. Surtout qu'on a 5 milieux. On les met directement sur la feuille de match dès le début, et on fait rentrer un latéral au milieu de terrain à la 88e. Non, je crois que c'est plutôt qui rentre. Il rentre plutôt à 73e. Mais c'est le premier changement. Ouais. Non, non, c'est le premier changement. Non, c'est Kuteza, voilà. À la 73e, Kuteza rentre. Pour Théomania, Kuteza, on ne sait pas s'il est Il a vu la lumière. Eberle a vu la lumière, il s'est dit Théomania là, Kuteza ou Théomania là. Ailier droit. Et si je mettais Kuteza. C'est peut-être un changement qu'il fallait faire plus tôt. Pour moi, à la mi-temps, peut-être, ou même après, on ne sait pas si Kuteza était réellement malade ou s'il est en négociation, comme dirait son agent sur les réseaux. C'est bizarre, s'il est réellement en négociation, tu vas pas le faire rentrer juste à la mi-temps. Soit tu le fais jouer, soit tu le fais pas jouer. Ouais. Enfin, y a pas pour moi, la demi-mesure, elle existe seulement s'il y avait réellement une maladie ou quelque chose, ou pas un joueur à 100%. Mais s'il y a vraiment des négociations, on l'a déjà vu avec des Imery, avec des Vouillot, des choses comme ça. S'il y a des négociations actuelles, le joueur il va être écarté du groupe, il va pas jouer. Et... Je sais pas, c'est encore un mystère là-dessus. Je saurais pas me prononcer. On en saura plus. On en saura plus dans les jours à venir en tout cas. Et puis donc Sawadogo qui rentre à la place d'Antunes. Et puis après on a Von Moos et Guimeno qui rentrent qu'à la 86e. Ça, ces deux changements-là, pour moi, c'est à la 60e qui doit arriver. C'est à la 60e. Tu mets la percussion, t'as encore une demi-heure, surtout qu'à la 60e, ils avaient déjà mis le 2-1 ou pas encore, il me semble. De quoi Braga. 2-0, pardon. Ils ont mis après... après la rentrée de Kuteza. Ça, ils tuent le match à la 70e. Tu fais rentrer Fonmos et Kuteza juste après le but. À la 60e avec Guimeno, ces 3 changements, pour moi, c'est un autre match. C'est un autre match. Je suis pas visionnaire, je peux pas le savoir, bien entendu, mais les changements qui ont eu de l'impact ont été réalisés trop tard. Sauf Kuteza qui est rentré à la 63e. Mais Von Moos et Guimeno. Il aura fallu 4 minutes pour mettre un but. Voilà, exactement. Sur justement la 91e, Tsunemoto qui dégage un ballon qui arrive sur Guimeno qui la remet pour
Kuteza, qui transforme en but. Et là, il restera que 3 minutes après ce but. Pas assez pour revenir. Mais en tout cas, dans ces dernières minutes, Servette a montré plus que dans la totalité du match. Ah, totalement. Et que ça soit pour les rentrants. Il y a Van Moos aussi qui rentre et qui, pour moi, fait une très bonne entrée où il élimine, il garde bien le ballon devant. Incroyable. Et à J'ai se poser la adoré question de Pour le moment, pourquoi il ne joue pas. Quoi. Pour le moment, Van Moos, de ce que j'ai vu, je le vois pas à l'entraînement, mais de ce que j'ai vu en match actuellement, il est bon, même en match de préparation face aux Belges. Ouais, il marque, non? Il marque un but. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur et on le paye cash. Il nous a fallu 6 minutes pour mettre un but et je comprends pas pourquoi ce changement et cette équipe-là n'arrive pas plus tôt dans le match. Et de nouveau, d'un point de vue spectateur, pour moi, c'est l'équipe logique à mettre. C'est l'équipe qui a fonctionné dès la 85e minute. Pourquoi quelle est la situation qui fait que c'est pas le cas? Pourquoi Je pense au début, il voulait plus défendre qu'attaquer, garder un score. C'est pour ça qu'il a pas mis d'ailier. Mais après, dès que Braga a marqué, la réaction était trop tardive aussi. Braga a marqué juste avant la mi-temps, peut-être qu'il fallait faire ses changements à la mi-temps ou à la 60e avec Kuteza. Mais là, on a attendu que Servette mette le 2-0. Le 2-0, mais même au 2-0, il a attendu 15 minutes après le 2-0. Après le 2-0, c'est 2 ou 3 minutes après, bam, tu fais rentrer tes joueurs. J'ai de la peine à comprendre. J'ai vraiment de la peine à comprendre. Parce que ça veut dire quoi que dans la tête d'Eberly, les 15 minutes entre le 2-0 et les changements qu'il fait, il imaginait qu'on allait revenir, il imaginait qu'on allait... C'est des questions que je me pose, parce que je me mets dans sa tête et j'essaie de comprendre pourquoi il fait ses choix de cette manière et pas d'autres. Essayer de comprendre en dessous s'il y a des choses méconnues qu'on ne sait pas sur les joueurs, mais c'est dur, c'est incompréhensible. Et puis, score final 2-1. Servette donc est reversé en Conference League. Et là on a senti aussi parce qu'on n'a pas parlé de Steva qui était sur le banc, mais on a senti aussi que sans Steva, sans Kuteza devant, c'est vraiment le néant offensif quoi. On a rien. C'est ça. C'est donc en plus Kuteza qui est peut-être en partance. S'il part, bonne chance pour continuer la saison si on recrute rien. Mais voilà quoi, on a une dépendance à ces deux joueurs et ça se ressent dans les grands matchs quoi. Non mais honnêtement, comment est-ce qu'on pourrait réagir si Kuteza part et que on finit le mercato comme ça? On finit le mercato sur un départ de Kuteza. Ça serait compliqué. Ce serait compliqué. Moi honnêtement, je saurais même pas comment réagir à cette nouvelle. Moi je suis un peu optimiste parce que quand il célèbre, il tape un peu le blason, il est là, peut-être pour un signe qui va rester, mais bon, on sait jamais, on sait pas quelle offre il a reçue non plus. C'est vrai qu'un joueur de Servette, si c'est les pistes qu'on nous dit en Arabie Saoudite, qui reçoit une offre aussi haute que on est habitué à celle des clubs saoudiens. Absolument. C'est une opportunité qui n'arrive qu'une fois dans la vie. Ouais. Et c'est dur de refuser ce genre d'offre. Quand tu évolues à Servette, même si ta passion c'est le foot, même si tu joues, il y a un moment il faut aussi prendre en compte l'avenir, l'aspect financier, parce qu'en finissant à Servette, on n'a pas forcément un salaire pour une vie, alors qu'en jouant plus haut, ou en Arabie Saoudite, il s'assure sur plusieurs générations son avenir. C'est ça. Donc ça c'était le point Kuteza. Servette perd 2-1. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'à posteriori c'est une bonne double confrontation, perdre que 2-1 à Braga au score cumulé? Mais au final, parce que là on parle avec un peu des érotins, parce que on a une belle épopée européenne, on aimerait, je pense, juste que ça se reproduise, parce qu'on a pris goût et on a aimé ce goût là de l'Europe, des grands matchs, des grandes rencontres. Donc évidemment qu'on espère le mieux pour notre équipe, mais au final, il y a 3 ou 4 ans, tu nous dis Servette, Braga, double confrontation, on aurait pu les sortir. Et on perd que 2-1. C'est impossible. Tu te dis c'est impossible. Braga, c'est quand même une institution dans le foot.
le Servette il y a 3-4 ans n'aurait absolument, je sais pas, pour moi Même, ça reste- même avant la double confrontation, on me Mais dit bien qu'on a sûr, perdu bien que sûr, 2-1 sur le bien score sûr. cumulé bien sûr, et qu'on Bien a fait 0-0 là-bas. Je dis c'est un très bon résultat. bien sûr. On peut être un peu frustré vu le C'est toujours comme déroulement ça, des c'est matchs, toujours comme ça, c'est toujours comme ça. mais au final c'est un score logique. Mm. Et Servette Non, a même absolument. fait bonne figure face à un si gros adversaire. Et on a de la chance que c'est un peu devenu une routine. Nous, on se laisse pas facilement humilier en Europe, là où souvent les équipes suisses avaient un peu pris l'habitude de se prendre des énormes tollés, même si on s'est pris notre tollé face au Slavia, face à la Roma. Ça reste quand même anecdotique, et pour les matchs à double confrontation, on a toujours été là, et on a toujours été présent, ça a toujours été proche, il y a eu du suspense. De se dire que dans les 5 dernières minutes du match, il y a eu du suspense sur une double confrontation contre Braga, ça reste un petit exploit à notre échelle. Clairement, ouais. C'est génial. Donc non, au final, on peut pas se plaindre, on peut que se plaindre de la situation actuelle du club et de se poser des questions parce qu'on pense que ça pourrait aller encore mieux. Mais en vrai, on peut pas se plaindre parce que le Servette actuel est génial, et on a de la chance de pouvoir voir évoluer une telle équipe au final. C'est clair. Un petit mot avant de passer au top et au flop sur ce match. J'aimerais bien aller à Braga, j'ai pas pu y aller, donc si on peut retomber contre eux, moi ça me dérange pas. En vrai. Faudrait se qualifier pour l'Europe. Hein. Oui, mais ça, il faudrait qu'ils perdent leur match dans de les 10 barrage. prochaines années, si on peut les recroiser à l'avenir, une fois, oui, voilà, de mon vivant. Ouais, ça a l'air chouette, Braga. Ah, ça a l'air super sympa. Ouais. Plus, bon, ça va, c'est une bonne équipe qui est pas trop, non plus jouée à la montre. Ah non, c'est plaisant. Qui était fair play. Les matchs étaient fermés parce que peut-être le contexte, les phases préliminaires d'Europe, ça fait un peu des matchs fermés, mais au final, c'était quand même deux belles équipes, une belle rencontre. Clairement. Ok, on va passer alors au top et au flop avant de continuer. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Toujours regarder en haut. Toujours regarder en haut. Ah, Monsieur professeur Geiger, grand philosophe des cerises. Hein. Au final, la connexion Geiger-Weiler, toi t'aurais pas apprécié une petite connexion Ça veut dire avec un peu de recul? Bah je sais pas, là tu remplaces Eberly par Geiger, tu prends ou pas? Je sais pas. Je sais pas parce que je sais pas le potentiel qu'a Eberly. Ouais, c'est ça. Mais je sais que dur. Geiger avait un plafond de verre. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que Weiler permet pas de ce plafond de verre? Non, parce que remonter un c'est peu, quand tactiquement que ça pêche chez Geiger. Même si Weiler il donnait les joueurs à Geiger, c'est vrai. Geiger il aurait dit faites-vous plaisir sur le terrain. Oui, voilà. amusez-vous. Voilà, Le c'est ça. principal, c'est de s'amuser. C'est ça. Mais non, je pense pas. Enfin, après, il faut voir ce que Eberly va donner par la suite. Bien sûr. Donc, top et flop, on va commencer par regarder en haut, comme dit Geiger. On va regarder nos tops du match. Quel est ton top de cette rencontre? Je vais dire Doulin, personnellement. Doulin, je l'ai trouvé très très bon. Il nous fait une grosse, il nous sauve au final en première mi-temps sur une grosse action de Braga où il va dévier la balle. Pour moi, il est complètement juste. Il sert ce magnifique caviar sur Crivelli. Il a été dangereux. Et honnêtement, cet homme du match aurait pu être quelqu'un d'autre. Je pense notamment à un Fonmos, Kuteza ou n'importe quel ailier au final. Parce qu'il y avait la place pour un ailier. Il y avait la place de faire du mal. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas eu. Après, Doulin, défensivement, il nous a permis de rester dans le match. Il nous a permis de gagner bon ballon. Je pourrais bien évidemment citer Konya si c'est peut-être celui que tu allais prendre, mais au final, il n'y a pas de nouveau, de gros. Mais du coup, en ce début de saison, tu mettrais plus Doulin ou Ondoa en milieu centre? Pour moi, les deux, ils se complètent bien. Moi, le milieu Doulin, Ondoa. Mais donc, Konya, il serait relégué sur le côté, quoi. C'est dur à dire parce que tu as envie de faire jouer les quatre. Tu as envie de faire jouer Otunes, Konya, Doulin et Ondoa. Ouais. Mais tu peux pas. Donc ça dépend contre qui on joue, ça dépend quel style de jeu on veut adapter, et pour ce point là je trouve qu'on est quand même plutôt bon. Je trouve on a les bons joueurs là où il faut pour les bons matchs.
ou en tout cas cette combinaison du milieu, ces 4 joueurs pour ces 3 postes, je trouve que ça marche plutôt bien. Après bien sûr il y en a qui sont relégués sur les côtés comme on a pu le voir, mais c'est pas aussi souvent quand même. Ouais, moi je trouve que pour comparer les deux, Ondoa est meilleur défensivement que Doulin, Oui. mais offensivement, Ondoa pêche beaucoup sur la dernière passe. Oui, il On n'est a- pas assez précis, il y a beaucoup de les ballons passes en perdus, profondeur, les relances et tout ça. Il a encore beaucoup de passes ratées, même de frappes ratées quand il essaye de loin. Alors que Doulin, on l'a vu, là dans l'action où il met pour Crivelli, il apporte plus de danger. Et contrairement à Ondoa qui apporte plus de sécurité derrière. Oui. Contrôle de balle, Il est récupération. technique aussi, je veux dire, il peut enrhumer un joueur et Ouais, là il a fait faire partie un de- petit une pont au relance. milieu de Ah, terrain absolument. dans le match. Là. absolument, il peut éliminer un joueur, ce qui est peut-être moins le cas de Doulin, mais Doulin il est peut-être plus juste sur ses relances et sur ses placements. Ouais. Ils se complètent bien quand même les deux pour des matchs où C'est ils vrai. doivent tenir un milieu comme ils le font. Et quand la charnière tient, en vrai, ces 6 joueurs-là qu'on a pu voir hier, si on n'a pas une équipe en face qui joue un football merveilleux, c'est une équipe qui tient, c'est une défense qui tient Mhm. quand même. Ouais, clairement. Autre top, pour moi, j'aimerais souligner la prestation de Mazikou, Ok. qui a été le meilleur défenseur pour moi Ok, dans ce ouais. match. Un peu sur la continuité de ce début de saison. Et Il je est le très, trouve assez très bon, bon, toujours très juste. Il perd pas de ballon, ou en tout cas j'en ai pas vu. Il met le bon impact et puis toujours très précis. Contrairement à la saison passée où c'était tout le contraire. Ouais. Là, il faut souligner quand ça va bien. Oui, absolument. On souligne quand ça va mal, mais il faut aussi souligner quand ça va bien. Là, tout va bien côté Mazikou. J'ai même trouvé que en ce début de saison, Mazikou est meilleur que son homologue à droite, Tsunemoto. Tsunemoto, en fait, c'est compliqué parce que Tsunemoto, il nous avait habitués à être notre petit japonais, notre petit génie. Et je sais pas s'il y a quelque chose qui a changé ou si ça va toujours aussi bien pour lui. J'espère que c'est juste un petit passage à vide. Il est pas mauvais, hein. Non, il est pas loin de là. mauvais. Mais c'est pas les prestations XXL où c'était au final, j'avais pas peur de le dire, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur latéral droit de Suisse Mhm. la saison passée. Donc, Ouais, il y a plus d'imprécision, plus de ballons ratés. Ouais. Après, il est toujours bien dans son impact physique et ah non, son toujours, intention. Il est absolument, toujours là. Absolument. Mais Il n'y a c'est pas un vrai manque que d'engagement de sa part. C'est pas à lui qu'on va le reprocher. c'est ça. Mais c'est vrai que Mazikou, c'est plus dégagé, en tout cas sur son côté au début de saison. Donc petit big up à Mazikou. Parce que ça soit dans ce match-ci ou dans le match contre Bâle, il a très bien performé de son côté et c'est pas de sa faute. Enfin, les buts ne viennent pas de son côté. Ouais. Enfin, non, oui, le premier, ok, il vient un peu de son côté. Et à Bâle. Ok, bon. À Bâle, je crois pas qu'il y en a qui sont venus de son côté. Ils sont venus avec tous Ils sont les venus côtés, partout. de partout, de derrière, de devant. Mais On s'en voilà. occupe c'est pour tout le monde, c'est open bar, y a pas de souci. Moi, ça m'a fait plaisir. Autant Mais encore perdre, à Bâle, il a pas fait une mauvaise prestation. autant perdre, franchement, l'équipe. J'ai envie de dire 6-0, 10-0, qu'est-ce qu'on s'en fout. Ouais, c'est bon, hein, on n'a pas eu 3 points, Voilà, on se souviendra juste de ça. Côté flop, est-ce qu'on t'en a un? Il y en a un évident, j'ai envie de dire Magnin, le pauvre, mais Ouais, c'est vrai. C'était mon flop. je te le pique un peu sous le nez. Ouais, vas-y. Mais Magnin, sa prestation, est-ce que c'est de sa faute? C'est dur à dire aussi. Il est pas. J'ai pas envie de parler de Magnin parce que je l'adore et j'ai envie qu'il explose. J'ai envie que ce soit le meilleur joueur de Suisse. J'ai envie qu'on le vende 60 millions et qu'il s'épanouisse et qu'il devienne riche, qu'il revienne, qu'il rachète le club et qu'il nous fasse gagner la Ligue des Champions. Mais c'est pas la question. Là, actuellement, il est droit et ça marche pas. C'est Donc, pas son poste. C'est pas son poste. Il est bon latéral mais droit, au final, mais pas il est droit. il a joué quand latéral droit cette saison? Cette saison, jamais, parce que Tsunemoto était toujours là. Voilà. Mais du coup, c'est quoi son poste? C'est latéral droit, Voilà. malgré tout. Pour moi, ça résume tout. Il est latéral droit. Il joue plus que plein de joueurs qui ont des postes prédéfinis et où on a besoin de joueurs à ces postes prédéfinis. Il va remplacer ces joueurs à ces postes prédéfinis et j'ai de la peine. Peut-être qu'il a une clause dans son contrat où maintenant il doit jouer tous les matchs. Non, mais moi je pense que c'est juste que c'est un joueur qui se la donne. Ça, Et c'est vraiment, sûr et physiquement, certain. Ça, il c'est est sûr et présent, certain. il se Ça, la c'est sûr. donne et il a beaucoup d'envie, ça se Absolument. voit. Et en tant que coach,
quand tu vois un joueur comme ça, t'as envie un peu de le mettre partout. Parce que tu sais qu'il va faire le boulot physiquement et tactiquement, il va respecter les consignes. Le problème, c'est que dans un rôle d'ailier droit ou dans le milieu de terrain où il a déjà été amené à jouer, il y a besoin aussi d'une précision technique. Ce qu'il n'a pas malheureusement, ou pas encore. Mais c'est des choses que, justement, qui pêchent chez lui et qui font qu'il est bon un peu dans tous les postes où on le met. Il est bon, mais il n'est pas très bon. Il n'est pas excellent. Il n'est pas excellent. Parce qu'il lui manque un peu cette, en fait, le fait de tenir un ballon, d'avoir la justesse technique, de dribbler un ou deux joueurs, et puis là, il ne l'a pas. Je dirais même plus qu'il est satisfaisant partout, mais il n'est bon nulle part. C'est vraiment ça. Hein. C'est ça. Il respecte les consignes, il met l'impact, mais est-ce que c'est un plus, est-ce que c'est un malus, le fait de pouvoir être partout, mais nulle part? Il y en a plein des métaphores et des synonymes de ce qu'on dit actuellement, hein, mais je sais pas où le mettre, moi, manière. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est vrai qu'au rôle d'ailier droit, là, j'aurais préféré voir un Von Moos qui, lui, sait tenir le ballon devant, qui, lui, sait éliminer 2-3 joueurs quand il le faut, et qui apporte plus de danger qu'un Magnin. Il est certes, peut-être, Von Moos, il est certes moins discipliné, mais en termes de tactique, mais peut-être que c'est compensé par sa créativité. Non, et là, Ling, très bien Ling. Très bien Ling, là, il est droit, là, il aurait fait un boulot. Excellent joueur. Voilà. Von Moos is the new Ling. Oh non, j'aimerais vraiment pas. J'espère vraiment que. J'espère pas non plus. Déjà, c'est pas the new Ling parce qu'il a vu la couleur du terrain. C'est vrai. Il a pu poser son crompon au-delà de la ligne de sortie au final du terrain. Donc, en dehors de l'échauffement. Ah, ça c'est fort, hein, ça c'est fort. Donc, non, clairement. Big up à Von Moos. Mais ça, c'est. À Link si tu nous écoutes. C'est toute une question aussi de football actuel. On privilégie des joueurs qui sont bons tactiquement, qui répondent aux exigences du coach, que des joueurs créatifs. Mais là, à Servette, je peux en citer deux autres qui étaient très bons techniquement et qui pourtant ont très vite côtoyé le banc. Fofana, Toiti, Rodelin aussi était bon Rodelin. C'est des gars qui avaient cette créativité, mais qui en fait n'avaient pas cette discipline et qui en fait ont été reliés sur le banc. J'espère que pour Von Moos ça ne sera pas le cas. Non. Mais en tout cas pour l'instant c'est ce qui se déroule sous nos yeux. Mais Patrick Fluke dans tout ça. Patrick Fluke, je sais pas s'il était bon techniquement. Est-ce qu'il était juste pas un peu claqué un peu Non, il était toujours bien placé. Oui. Mais il avait pas de finition. Mais ça sert à quoi d'être bien placé si tu fais ni ta passe ni ton tir quoi. Et il avait l'envie. Mais c'est bien. Alors à ce compte-là, moi aussi je peux être titulaire au Servette. Je vous jure que je ferais un buteur de fou furieux l'équipe. Hein. Non mais c'est clair. Enfin c'est un débat. Donc en tout cas, dites-nous vous ce que vous pensez de Von Moos et de Magnin. Si vous êtes d'accord avec notre analyse. Mais sinon en termes de flop, moi j'en avais un autre. Un peu moins que Magnin quand même, mais qui n'a pas été tout le temps juste, c'est Andoua. Ok. Et comme je disais avant, c'est défensivement très bon, mais dans la relance, il y a des déchets. Et j'ai deux exemples en tête. C'est une fois une contre-attaque, on est à 3 contre 2. Andoua doit juste servir Crivelli à sa gauche, et il fait un ballon trop long. Bam. Et du coup, ça gâche toute l'action et ça crée pas d'occasion. Et une autre fois, il récupère la balle au milieu, il veut transmettre à Tsunemoto sur le côté, et encore une fois, dans la précipitation, la transversale est trop longue, Tsunemoto n'avait pas suivi, ou je crois que c'était Magnin peut-être, mais voilà. Donc pour moi, Andoua a été un mini flop dans ce match, vraiment mini flop, parce que dans l'envie et dans la défense, il était là, il était présent. Il a fait on va dire qu'il a fait le strict minimum. Et même encore, le strict minimum, il en a peut-être fait un peu plus, mais c'est sûr qu'il n'était pas transcendant. Mais aucun de nos joueurs l'a réellement été, hormis peut-être un Konya ou un Doulin, Mazikou que tu as cité notamment. Mais il n'y avait pas vraiment un écart de niveau dans l'effectif, à part peut-être Magnin. Magnin, ça doit être le seul joueur qui était vraiment très en dessous. Malheureusement pour lui. Et il nous a habitués à mieux aussi. On a vu des bonnes performances de Magnin, mais là, elle commence à s'enchaîner un peu les mauvaises performances. Plus la saison dernière quand même. Là, cette saison, j'ai pas de match bien de sa part. Ouais, justement, c'est bien ce que je dis. Et là, c'est dommage de le voir comme ça, quoi. Ouais.
Voilà, donc petite mention à d'autres joueurs, un petit flop en plus, un petit top, Non, une petite mention honorable. cœur sur vous et tous ceux qui vont arriver au mercato, je vous aime. Je vous aime d'amour. On va parler du mercato, mais avant ça, on va parler du prochain adversaire de Servette, puisque Servette ira donc en Conférence League. Mais non, je rigole, c'est le Signal, le stade de Signal Conférence, de Signal Bernay. Et non, en Conférence League, Servette affrontera le grand Chelsea FC. Non, pas besoin de les présenter, hein. C'est les Blues, double vainqueur de la Ligue des Champions 2012 et 2021, je crois, par mémoire. Servette ira donc dès jeudi à Stamford Bridge et puis jeudi d'après au stade de Genève. Et on avait déjà parlé, je crois, que du tirage, c'était vraiment le pire tirage possible pour Servette. Tout ce qu'on a pu tirer depuis le début, c'est les pires. C'est la malchance un peu, je vais pas dire... d'habitude, t'as la chance du débutant. On a eu la chance un peu du débutant avec notre passage l'année passée. Là, on le paye un peu. Voilà, t'es habitué européen, tiens, Chelsea, bam, dans ta tête. Tu veux des gros matchs, on te donne un gros match. Chelsea. Il y a 5 ou 10 ans, tu me dis Chelsea en match européen. Voilà, mais je n'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Mais c'est un plaisir. Au final, c'est un plaisir, mais c'est à double tranchant. Parce que c'est difficile d'être réellement optimiste. Enfin, je veux dire réaliste et optimiste. Ouais. Parce qu'on peut être optimiste, on peut être réaliste, mais les deux en même temps, actuellement, c'est compliqué. C'est dur de voir, ne serait-ce qu'un seul monde où Servette passe face à Chelsea. Ouais, parce que Chelsea, là, si on prend Transfermarkt, mais j'ai pas envie de voir ce site. A une valeur marchande de tout son effectif global de 1,14 milliard d'euros et un effectif de 43 joueurs comparé à Servette. Servette est à 25 millions et un effectif de 25 joueurs, je crois. Voilà, donc on est sur un autre gabarit. Pour une échelle de comparaison, un peu, si on enlève 1 milliard à Chelsea, ils ont encore 4 fois le budget du Servette, 4 fois la valeur du Servette. Ils peuvent acheter plus de 5000 fois Rouillé, selon Transfer Market, ça fait une sacrée défense. Ils peuvent aussi acheter un nombre incalculable de fois tous nos joueurs, donc bien vu à eux. Bien vu à eux, et tu vois leur effectif, c'est n'importe quoi. Tu prends le plus bas de leurs joueurs, ça va être du million, et tout de suite 3 jours au-dessus, on va déjà être dans les dizaines de millions. C'est n'importe quoi, c'est un autre monde, c'est la première ligue, c'est un top club de première ligue. On arrive dans le football des très grands, très très grands. C'est ça. C'est comme et ça. Donc Servette sera vraiment archi pas favori face à un club comme ça. J'ai vu un bookmaker qui mettait une cote de fou furieux pour Servette, qui mettait 1,10 3 pour Servette, puis 10 pour Chelsea. Le seul avantage qu'a Servette par rapport à Chelsea, c'est que Servette a déjà repris le championnat depuis quelques semaines. Chelsea va jouer son premier match officiel dimanche face à Manchester City. Ensuite, va jouer contre Servette le tout premier match européen. Un autre avantage, c'est que peut-être que Chelsea n'en a, pardonnez l'expression, rien à foutre de la Conference League et va peut-être aligner une petite équipe bis et même avec tout l'effectif qu'ils ont, une équipe F s'ils veulent. Face à Servette, ce qui peut donner des ambitions à Servette, un peu de peut-être créer l'exploit. L'ambition, il faut toujours en avoir dans ces compétitions. On l'a bien vu et l'année passée, j'étais à Genk pour voir en infériorité numérique, nous voir revenir dans le match et au final se qualifier, alors que rien sur le papier déjà, c'était absolument pas prévisible et au final, c'était un grand exploit. Donc non, il faut pas désespérer, il y a une chance et surtout on a de la chance comme je le dis parce qu'on a le premier match à Stamford Bridge, avec un peu de chance ils alignent chez eux une équipe B, ils font pas forcément un bon match et même une défaite de 1 ou 2 buts là-bas serait pas une énorme catastrophe. Si on tient un match nul, pour moi c'est un exploit parce qu'on arrive chez nous où peut-être ils alignent une équipe meilleur qui va assurer une qualification selon eux, mais on aura au moins l'avantage de jouer à domicile dans un stade bondé, plein à craquer, qui va être prêt à n'importe quel miracle au final du Servette. Et on a bien vu déjà, on a déjà bien appris que le Servette est capable de faire de belles choses en Europe contre des adversaires qui leur semblent hors de portée, donc pourquoi pas rêver au final. Pourquoi pas rêver exactement. Et sortir Chelsea, ce serait pas
Excellente. Oh là là. Donc je parlais aussi de l'effectif incommensurable de Chelsea. Là, je suis en train de voir qu'ils ont eu 22 arrivées pour 12 départs, ce qui fait beaucoup de joueurs qui ont bougé. Et ce qui peut être aussi un avantage parce que Oui. c'est peut-être des joueurs qui n'ont jamais vraiment évolué ensemble. Peut-être la cohésion d'équipe n'est pas directement là. Il y a un nouveau coach, Enzo Maresca. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. On verra. En tout cas, la réponse sera jeudi prochain. Et c'est vraiment un match, le match le plus, l'adversaire le plus fort que Servette ait eu, Ouais. je pense, de ces 20, Du football 20 moderne, dernières, on peut le 20 dire, 30 hein. dernières années. Football moderne, c'est le meilleur adversaire que le Servette peut affronter, en tout cas sur le papier. Ouais. Après, est-ce qu'un Roma en pleine forme est meilleur qu'un Chelsea de début de saison avec une nouvelle équipe? Je pourrais pas forcément le dire, mais sur le papier, il n'y a pas photo. On est face à un des top 5, top 10, top 5 clubs du monde, enfin Europe, voire monde. Donc, Assez loin. Et du coup, quelles sont les chances pour Servette de jouer l'Europe Bah, il y a moins de toujours 1%. l'année prochaine. Il y a toujours l'année prochaine. Mais non, s'il faut être un peu sérieux, moi, honnêtement, j'ai pas moins d'espoir que contre Braga. Parce que Braga, pour moi, c'est une équipe qui, on est d'accord, est largement supérieure, mais qui va pas forcément avoir, comme Chelsea, le même moyen de nous sous-évaluer. C'était une équipe aussi qui avait déjà commencé à jouer, Braga. Je sais pas, peut-être qu'on a déjà vu aussi Servette à peut-être des facilités face à une équipe extrêmement meilleure, a plus de facilité à s'adapter à une équipe qui est largement au-dessus qu'une équipe contre laquelle on se vaut un peu. J'avais l'impression l'année passée qu'on galérait beaucoup plus contre Yverdon qu'en certaines mi-temps contre la Roma ou des équipes comme ça. C'est difficile à expliquer. Donc peut-être qu'il y a une ferveur, le fait, j'espère aussi qu'il y aura beaucoup de Servettiens qui se déplaceront à Londres. Faut y aller, donner de la voix et puis... Tu y seras J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui iront à Londres et j'espère pour eux que ce sera un moment magique. Et de toute façon, j'irai de nouveau cette année plus tard parce qu'on ira à la finale, à la Conference League, face à pas Chelsea puisqu'ils ne joueront pas l'Europe. Et vous l'entendrez ici en premier, Chelsea ne jouera pas l'Europe cette année. On aimerait bien. On aimerait bien voir ce titre-là. On peut garder le clip quelque part. Oui. Mais en tout cas... Here we go. Chelsea not in Conference League. Ouais, je voulais dire quelque chose, je crois que c'était... je sais plus, je me rappelle plus du tout. Mais en tout cas, ça va être un adversaire compliqué. Non. Pour ça, on est un peu tous d'accord là-dessus. Et oui, je voulais rebondir sur le fait qu'ils peuvent nous sous-estimer. Je suis d'accord. Mais pas sur une double confrontation. Non. Tu peux sous-estimer au match aller, dire ah c'est un petit poussin, te faire surprendre, perdre peut-être 1-0, et au match retour, tu mets l'équipe A, tu te qualifies et tu mets 4-0 maison, au revoir, bonne journée. De nouveau, pour moi, un Servette à la maison, peut-être que ça tient. Peut-être pas, hein. Peut-être que c'est 8-0 aller, ça va être dur. 7-0 retour, double confrontation, 15-0. Possible, ça peut être un match de basket. On va voir, on n'a que l'avenir pour nous le dire, mais on a quand même ce plaisir de pouvoir dire putain, Chelsea. On va voir nos joueurs évoluer à Stamford Bridge. Crivelli à Stamford Bridge, Antunes à Stamford Bridge. En vrai, quelle folie pour ces joueurs. Ouais, Quelle j'espère folie pour ces joueurs. qu'ils profiteront parce que c'est vraiment une occasion qui n'arrive pas souvent. Ouais. Et je pense surtout à ceux qui les formaient genevois, style Antunes, Magnin, ça va être une folie. Une belle expérience de jouer dans un stade comme ça. Et je sais même pas si... non, il sera pas plein, je pense, pour un match comme ça. Je sais même pas s'ils sont courants qu'il y a un match, honnêtement. Bon. De toute façon, Chelsea le cache un peu. Playoff Conference League. On n'est même pas qualifié. Ils le disent pas trop. On n'est même pas directement qualifié. Parce qu'ils sont fait sortir de nulle part, Chelsea. Il faut se rappeler que Chelsea, bon,
ils étaient à la base même pas prédits pour finir dans une place européenne, donc ils ont quand même fait une petite remontée dans la première ligue. L'année passée c'était pas ouf, ils ont envie de se racheter et je pense que là cette année l'Europe pour eux c'est pas négligeable, même si ça reste la Conference League et que pour la première ligue, la Conference League ça existe pas, c'est une ligue. Quoique la finale les 2 dernières années c'était. C'est vrai que t'as toujours un peu des équipes anglaises qui West Ham, finissent non, haut. qui avait fait l'année passée. Ouais, c'est West Ham, c'est les équipes comme ça qui vont assez loin. Mais Chelsea n'a rien à faire en Conference League. Hein, non, bien sûr. Qu'on le rappelle. C'est une hein. erreur de parcours de la saison passée Absolument. qui les a emmenés là. Et on espère que ils prolongeront pas le plus leur aventure européenne. Moi, ça me dérange pas s'ils découvrent pas la Conference League. Honnêtement, je sais pas si nos auditeurs seraient d'accord avec mon avis, mais au final, est-ce que se reposer que pour la Première Ligue, c'est pas un meilleur objectif? Surtout avec pour un Chelsea. nouveau coach. Ah non, mais moi, avec une nouvelle équipe. La Conference League, moi, Servette là, je les sens pas trop quoi. Moi, j'abandonnerais peut-être tapis vert, peut-être même. J'y vais peut-être un peu loin. Non, mais enfin, on verra. Mais quand même, quel plaisir. Ouais. Et pour juste finir sur le point Europe, on va parler quand même vite fait des clubs suisses qui se sont presque tous qualifiés, sauf Zurich qui a perdu contre Guimarães 5-0 sur le score cumulé, je crois. 3-0 à l'aller, 2-0 au retour. Mais les autres clubs ont réussi à se qualifier. Lugano qui a battu le Partizan Belgrade. Et c'était pourtant mal parti. Ah, c'était très mal parti. Ils sont encaissés vite contre eux. Mais les 2 matchs au final, même. Ils sont allés en prolongation. Et en prolongation, Lugano a marqué. Ce qui les a emmenés en barrage de l'Europe, pas Ligue. Ce qui leur assure une phase de groupe, que ce soit en Europa ou en conférence. Quoi qu'il arrive. On aura 2 clubs suisses, quoi qu'il arrive, C'est cette ça. saison. Pour le moment, est-ce qu'on en aura 3 ou 4 ? Je l'espère. 3, 4, ce serait incroyable. Ça serait incroyable. 4, ce serait incroyable. Ça garantirait que Chelsea ne joue pas l'Europe. Lugano joue contre Beşiktaş. Ça va être compliqué. Et là, vous allez savoir tous les clubs turcs, car Saint-Gall ont battu le club polonais encore une fois sur un retournement de situation. Ouais. Au final, il y a eu 15 minutes de temps additionnel pour des propos, je crois, racistes sur Ziggy. Complètement condamnable, horrible. Du coup, ils méritent leur élimination là-dessus. Ah, bien fait. Pleurer les Polonais. Et voilà, donc après Saint-Gall qui va jouer contre Trabzonspor. Et donc, le dernier club turc qui est encore en lice pour l'Europe, c'est Galatasaray. Et Galatasaray va jouer contre IB en barrage de Ligue des Champions. Donc, tirage voilà. cette année, si vous voulez apprendre le turc, il faut. C'est maintenant. C'est maintenant. Mais le tirage pour les clubs suisses cette année, il a été compliqué, hein. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Chelsea. Sanglant. Que des équipes qui, sur le papier, surpassent chacune de nos équipes. Au final, il n'y a pas eu un match réellement facile. Peut-être les Saint-Gallois et les Zurichois sur leur premier tour ont eu des matchs un peu plus simples. Mais là, nous, Braga, Chelsea, d'ailleurs nous, Braga et Chelsea, quoi. C'est une folie de voir qu'il y a 2 équipes au-dessus, ou même, c'est dur. On a les pires tirages. Et il y a beaucoup de clubs turcs en barrage quand même. Ils n'ont pas directement qualifié les clubs turcs? Non, apparemment pas. Parce que Galatasaray avait fini champion de Turquie, je crois. Ou Fenerbahçe, mais en fait, Fenerbahçe. Je pense que les Turcs ont peut-être plus de place plus haut, mais dès le début, peut-être des 2e ou des 3e tours en Europa et Champions, ce qui font qu'ils jouent beaucoup et ils descendent progressivement de championnat, de compétition. Ouais, parce que là, ça fait beaucoup de clubs turcs quand même. Ça fait 5, non 4. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray et Fenerbahçe, je sais qu'ils ont battu Lugano. Ouais. Et là, ils ont perdu contre Lille. Donc ça fait 4 clubs turcs en barrage. Ouais. Je sais pas s'ils envoient plus d'équipes, mais c'est déjà pas mal. Je crois qu'ils ont 5 équipes. Il y a peut-être une équipe qu'on n'a pas vue, qui s'est fait peut-être éliminer dans les premiers tours préliminaires de la Conference League. Je ne sais pas. Ouais. Bon voilà, en tout cas, ça fait beaucoup de clubs turcs qui ont tous tombé dessus, quoi. Ouais. Lugano qui est 2e club turc en plus. Ouais. Donc ça fait beaucoup. Voilà, donc pour finir le point européen, on espère en tout cas que le COEF suisse cette saison, malgré tous ces gros clubs, va se poursuivre. En tout cas, 2 clubs sur 4 sont assurés d'être et si les deux si Lugano et IB font une belle épopée, ça peut toujours nous sauver. Et au final, comme on avait vu un Bâle qui nous a tenu haut, et parce qu'ils ont fait une demi-finale de conférence,
Ça reste une demi-finale de conférence, c'est pas facile à atteindre, mais c'est une demi-finale de conférence, c'est pas la Clairement. finale de la Champions League. Donc ça reste peut-être atteignable pour un Lugano ou pour un IB. Pourquoi pas aller chercher une épopée et peut-être une épopée sur les 4 clubs qui nous restent, ça pourrait être exceptionnel et nous sauver, parce que sinon le coefficient suisse va être très 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 mal au pont. On va perdre peut-être 3, 4, 5 places si on n'a pas de chance, et on va le sentir passer très très fort pour les 2 prochaines années, donc Non, c'est clair. c'est rude. Ouais. C'est rude. Bon, fin du point européen. On va parler maintenant de Servette plus en profondeur, car on est revenu sur le match, tout ça, mais on n'a pas vraiment parlé de ce mercato qui finit dans exactement 15 jours, jour de l'émission. Donc si vous écoutez après, ça fera moins. 2 forcément. semaines, il reste 2 semaines. Dans 2 semaines. Servette qui, on rappelle, a recruté cette saison Von Moos, Bouzamousha, Tsimbakoli et Ben Yangba devant. Ben Yangba encore blessé, de retour on ne sait pas quand, puisque communication du club Voilà. a son habitude. Et je crois que c'est tout en termes d'arrivée, ou il y en a d'autres. Il y a les retours de près de Sawa Dogo et de Camara. Cite-moi un titulaire sur ces arrivées. 0. Voilà. Aucun titulaire. Pour moi, ça résume un peu malheureusement les ambitions. C'est de consolider un effectif stable, on va dire, un 11 type, mais là il n'y a pas plus 11 types que le Servette au final, où on va avoir très très peu de changements si on reste comme ça. Là où on était un peu résigné à se dire, je sais pas, moi je sentais un peu qu'on n'allait pas recruter plus que ça. Plus le temps passe, on n'est qu'au mois d'août, j'ai l'impression qu'on ressent déjà des manquements et qu'on paye déjà le fait qu'on a un effectif serré. En fait, le problème, c'est surtout qu'on est là, on ne sait pas si le club cherche un joueur ou pas. C'est Parce ça. qu'il ne communique pas on sur a les aucune ambitions. On Aucune ne sait pas si on va finir le mercato avec 0 arrivé en plus, ou si il cherche quand même des joueurs et qu'à la fin, on aura peut-être un ou deux prêts avec option d'achat, comme on a eu en janvier avec Nishimura, Braun. Il pourrait viser une belle épopée en Europe avec une haute place au classement, comme un milieu de tableau sans Europe. Ouais, on sait pas. On n'en a aucune idée. Aucune idée. Et c'est un peu peut-être le gros point noir qu'on peut reprocher actuellement au Servette d'aujourd'hui, c'est que niveau communication, on ne sait pas où se placer, on ne sait pas quoi penser, on ne sait pas comment réagir, parce que peut-être qu'on réagit tous mal parce qu'on ne sait pas. Ouais, s'ils nous disent dès le départ, il n'y aura pas d'arrivée parce qu'il y a eu des bourdes administratives, on s'en excuse, bien sûr, parce qu'ils ne sont jamais excusés sur ça. Non plus. Et ils disent, alors cette saison, ça sera peut-être une saison un peu moins ambitieuse que la saison passée. Mais le dire. Et là, on peut se projeter, critiquer en connaissance de cause. Là, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas, on peut pas. C'est que on critique parce qu'on ne sait pas. Que des hypothèses. Donc pour nous, il faut que le mercato s'active, en tout cas dans ces 2 dernières semaines. Pour moi, il me faut au moins, si on veut tenir, il nous faut 2 joueurs qui peuvent être sans problème titulaires. Moi, un attaquant, un buteur. C'est sûr. Et après, ça dépend des départs, mais un milieu centre pour suppléer Konya, parce que même en défense en centrale, on a Bouzamousha, s'il a le niveau peut-être. Après, je ne connais pas de nouveau, là aussi gros point noir sur les arrivées. On n'a aucune connaissance du niveau des joueurs qui sont blessés ou écartés. On ne sait pas vraiment ceux qui sont en convalescence ou qui sont écartés. Ou le rôle qu'ils auront dans l'effectif, quoi. Absolument, on peut pas se projeter, on peut pas savoir si au final il y a parmi ces recrues des jeunes ou Simbakoli qui va exploser, génial, même si honnêtement j'y crois pas forcément. Fonmos peut-être ça va devenir notre meilleur joueur, c'est le meilleur transfert qu'on a pu faire. On le voit pas actuellement. C'est difficile. Bouzamousha ou encore l'attaquant que je me souviens plus qui est blessé. Ben Yangba. Voilà. Peut-être que c'est un tueur, on n'a aucune idée. Mais peut-être c'est le 9 qu'il nous faut, mais c'est juste qu'il est blessé. Mais dans ce cas-là, il pourrait dire aussi la durée de son indisponibilité et qu'il est venu pour remplacer, pour avoir ce rôle-là. Ouais. Et que pour l'instant, il est blessé, mais quand il reviendra, il prendra sa place. Donc on a un peu des joueurs fantômes, et je trouve qu'on a toujours eu un peu des joueurs fantômes dans l'effectif du Servette sur les dernières saisons. Des joueurs où c'est très flou, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font, s'ils sont prisés, s'ils sont recherchés, s'ils font beaucoup de choses au sein du club,
C'est dur. C'est compliqué. Dur, c'est dur. Et, Et c'est puis, la seule chose qu'on peut reprocher parce que sportivement et au niveau de l'équipe, du niveau de jeu et tout, on peut pas se plaindre quoi. On peut pas se plaindre au niveau des ambitions et même les stratégies marketing. Le marketing il est super bien. Les maillots. Les maillots, tout ce qui va à côté, les événements proposés, il y a plein de choses qui sont géniales, je trouve. Mais gros point noir, c'est la communication et on ne sait pas où va ce club. La réponse est on ne sait pas où va ce club. Et même pour Kuteza, enfin, il est potentiellement sur une offre de départ, mais ça encore, le club n'a rien dit. S'il n'est pas sur une offre de départ, si c'est faux, dans ce cas-là, faut juste le dire, faut juste démentir l'information, faut juste dire ah non, il n'est pas sur le départ. Ou s'il est sur le départ, bah oui, en effet, il est sur le départ, donc il va jouer moins de matchs et on cherche un remplaçant ou un truc comme ça. Et là, il n'y a aucune communication. On a appris que le joueur était pas malade, donc déjà que la communication du club était donc pas vraie, et qu'il était peut-être sur une discussion avec un contrat. Via son agent, via une story Instagram, d'ailleurs, tout ça c'est discutable, on ne sait pas ce qui se passe, si c'est un coup de l'agent, si c'est vrai, faux. On n'en sait rien. Et de nouveau, je me répète, on est un peu comme un Walkman rouillé. On n'en sait rien. Le gros point noir, c'est la méconnaissance. Ouais, c'est ça. Donc, Mercato, si. Oui, j'espère que dans ces pas. prochains jours, ça se décomptera ou qu'on aura plus d'informations. En tout cas, on est tous unanimes sur le fait de dire que si on garde cet effectif-là, s'il n'y a aucune arrivée, aucun départ, ça va être compliqué. Voilà, moi honnêtement pour moi imaginons il y a Kuteza qui part et aucune arrivée. Là ça sera encore plus compliqué. Mais même ça c'est le pire des pires des cas et pour moi le cas en dessous c'est de recruter personne. Excusez-moi, c'est n'importe quoi, j'aurais dû mettre en silence. Pas de souci. Ok, non, c'est un gros point noir parce que imaginons qu'on recrute personne et que personne part. L'effectif actuellement, pour moi et de ce que je vois, il est absolument pas suffisant. Et pour moi, on joue juste je vais pas dire le maintien parce que pas à ce point-là, mais on joue rien. Pas milieu de classement, on joue genre le top 6. Ouais, on va jouer le top 6, on va rester entre la 4e et la 8e place tout le championnat. Essayer de se qualifier pour essayer d'aller choper une 4e place européenne, peut-être jouer la coupe de nouveau, mais au-delà de ça, avec l'effectif qu'on a actuellement, s'il n'y a pas de renfort, c'est dur de se projeter mieux et d'être réellement optimiste. Là, il faut être réaliste et se dire que c'est bizarre, ce qui se passe. Peut-être Kevin Carlos qui va venir un jour. Ce serait bien, un jour. Incroyable. Dans 10 ans, quand il aura 32. Non, mais en vrai, pourquoi pas Kevin Carlos, là, qui était une piste de Servette qui était annoncée dans les médias, mais qui demandait trop, je crois, 2 millions. Enfin, c'est Yverdon qui demandait 2 millions. Ouais. Servette ne s'aligne pas, mais en même temps, il n'y a pas d'autre offre et le joueur est sur le départ. Il y a Bâle maintenant qui serait intéressé si Barry part. Donc, à voir. Bâle qui a recruté Shaqiri. Oui, Shaqiri d'ailleurs, on peut le noter, belle arrivée. Donc Shaqiri aurait pu être aussi un coup que Servette aurait pu tenter. Je l'avais proposé sur Twitter il y a un mois où j'avais dit est-ce que Shaqiri vous signeriez au Servette, puis on m'avait clairement dit qu'il était sénile et qu'il fallait arrêter de parler de lui. Donc peut-être que après Twitter c'est pas la vraie vie bien entendu. Pour moi c'est une bonne arrivée pour le FC Bâle. Je sais pas vraiment s'il aurait été utile au Servette. Je préfère. Il aurait apporté son expérience. C'est sûr. Quoi qu'il en soit. Ah, ça c'est sûr et certain. Et surtout si on joue l'Europe. Si on joue l'Europe, c'est différent. C'est différent, mais avec le tirage, et honnêtement, pour moi, le mercato, il se base plus sur est-ce qu'on joue l'Europe ou pas. Honnêtement, on joue Chelsea. On a déjà vu que si c'est vraiment le cas, il y aurait eu des arrivées avant Braga. Je sais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu compliqué de construire un effectif sans pouvoir... Enfin, d'acheter des joueurs sans pouvoir leur dire ce que tu vas jouer cette saison. Là, on sait pas si on joue l'Europe ou pas. Tu peux pas arriver vers un joueur, viens dans le club, mais on sait pas si on joue l'Europe. Enfin, ça dépend des résultats. Et c'est un peu à double tranchant. Et là, surtout avec le tirage de Chelsea, peut-être que les joueurs convoités ne veulent plus signer à Servette aussi. Ouais. À voir. On verra. À voir. Ok, donc on va passer au dernier point,
qui est le match de dimanche. Le match de l'année. Le match de l'année. Servette. J'ai hâte. Servette, tenant du titre de Coupe de Suisse, affronte Face pour son retour dans la compétition. Double tenant de la Signal buvette qui FC Bernay-Confignon. Exactement. Au stade J'y ai joué. municipal de Bernay. J'y ai joué il y a de ça 3 ans à peine. Je faisais partie de cet effectif du Signal Bernay, pas dans la première équipe parce que je n'ai jamais eu le niveau pour jouer un réel niveau même à Bernay. Ils jouent en deuxième ligue inter. Je crois à l'époque ils étaient bons, ils avaient été promus et puis ils sont redescendus, je crois, j'en ai aucune idée. Première ligue. Non mais c'est fou, j'ai des potes qui y jouent et ils jouent face à une équipe qui sort d'un match contre Braga et qui va jouer contre Chelsea. Donc ça a Signal plaisir. Bernay, ils jouent. Et là, on va pas se mentir, En deuxième faut faire ligue tourner. inter. Bien sûr, là il faut faire tourner. Là l'objectif, surtout à 5 jours de Chelsea, Tu me mets le a même été 11 cramé que contre Braga, je pète un câble. Ouais, on a esquissé un peu un 11 Ouais. en off qu'on pouvait aligner contre Braga. En fait, on a surtout mis les remplaçants des joueurs à ce poste-ci. Je pense que Frick jouera au but. Oui. Parce qu'il a été. C'est comme ça. Il a dit Coupe jouer la Europe, Coupe et voilà. Europe et voilà. D'ailleurs, si on n'est plus en Europe, il fait quoi ? Il fait un match par Il semestre. joue la Coupe. Que la Coupe. C'est rude. Ça aussi, c'est rude. C'est dur, pour ça Non, qu'ils doivent se je pense que qualifier. ça va switch si on joue pas l'Europe du tout. Bref. À voir. On aimerait bien voir Bouzamoucha. Pourquoi pas. Pourquoi pas ? Mais est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est opérationnel ? On sait pas. Ou peut-être sur le banc pour une fois, dans le groupe, en tout cas. Oui, convoqué. juste, acte de présence. Moi, Voilà. ça me ferait plaisir de voir des joueurs qui font juste ne serait-ce qu'acte de présence. Au moins, même Ling faisait acte de présence au début C'est vrai. de saison de l'année passée. Donc, même s'ils ne jouent pas, juste voir qu'ils existent, ces joueurs. Sawadogo peut jouer à gauche. Ouais. Magnin peut jouer à son poste pour une fois. Ce serait fou. Peut-être pour rétablir, dire mais je suis bien latéral droit et prouver aussi son niveau là-dessus. Peut-être il va le mettre buteur. Peut-être. Ou gardien. Nous savons encore. Camara, on aimerait bien le voir, un jeune. Camara, j'aimerais beaucoup le voir. Vaudemos, surtout. Je pense que c'est le joueur que tout le monde veut voir. Et là, s'il met un triplé contre Bernay, même si c'est Bernay, je pense que Eberly peut le récompenser au prochain match de le faire jouer plus. Bah, j'espère. Mais de nouveau, que d'ici. Et il y a de fortes chances que ce soit un Magnin, un ailier droit pour une raison qu'on ignore tous. Peut-être, ouais. Ou Ouattara aussi, qui a fait une bonne entrée le dernier match. C'était contre qui? Mais Ouattara, je le verrais plus. Fonmos Ouattara en tant qu'ailier, ça me ferait énormément plaisir. Et Simba Koli devant. Simba Koli, voilà, bien sûr. Ou peut-être Patrick Weber, peut-être. Bon, ça m'étonnerait, mais de voir des joueurs comme ça. Ben Yangba. Non, mais je pense que lui va revenir tranquillement après une convalescence annoncée, quoi. Puis on va, il n'y a pas d'issue là, c'est victoire ou rien, sinon c'est un gros échec pour Servette. Honnêtement, on se fait sortir par Signal. Parce que, honnêtement, je pense que c'est venu à l'esprit de personne, honnêtement. Parce que voilà, il y a 5, 6 divisions de différence entre Servette et le Signal Bernay. On est vainqueur de la coupe. Pour nous, c'est impossible de se faire sortir par Bernay. Alors imagine, ça arrive. Imagine, on se fait sortir par Bernay. Là, on perd contre Bernay. Le licenciement de Eberly? Non, pas directement, mais je pense que si on perd contre Bernay et ensuite on fait catastrophe contre Chelsea. Faut faire une manif, un truc. Genre 7-0, 8-0, score cumulé contre Chelsea. Là, je me pose la question du licenciement. Ouais, mais à part. Mais après, final, si tu fais une bonne figure contre Chelsea, qu'est-ce qu'on peut faire à part pleurer sur Twitter ou en émission? Nous, en tant que spectateurs, on n'a pas de pouvoir. Non, bien sûr, bien sûr. Mais je pense pas que si on perd contre Bernay, on demande le licenciement. Non, faut qu'on arrête de parler de perdre contre Bernay. Déjà, c'est n'importe quoi. Oui, déjà, de 1. Et puis, non, mais en vrai, moi, je suis assez contre les licenciements prématurés. Non, je suis d'accord. Dans à chaud de virer les coachs. C'est pas n'importe quelle situation. Je pense qu'il faut laisser le temps au coach de faire son idée de jeu, son truc. C'est pas au bout de 2 mois qu'on tire des conclusions. Surtout qu'on a vu avec Weiler le début de saison passée. Bien qu'on s'est qualifié pour l'Europe en championnat, on a fait je sais pas combien de matchs d'affilée sans gagner. Et au final, on a fini 3ème de Super League, on a gagné la Coupe de Suisse. Donc là, si on l'avait viré, ça aurait été une erreur.
Donc pour moi, il faut laisser le temps au coach. Même s'il y a une catastrophe face à Bernay. Mais voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Non, c'est juste, c'est très juste, c'est pointueux, c'est pertinent, c'est beau. Voilà, Bernay, je connais aucun joueur. Mais si t'as des amis qui jouent, tu peux leur glisser des dédicaces. Bah dédicace. Honnêtement, je sais plus. Je sais que la plupart de mes amis sont convertis à Laconais en première. Bon, il n'y a pas vraiment d'entraînement, c'est plus boire des bières quelque chose. Mais c'est aussi ça qu'on aime dans le sport et dans la fraternité, dans le partage de ces belles valeurs. Bernay, ça joue quand même un peu plus au foot. On est quand même sur. Je crois que c'est de la première ligue ou c'est de la deuxième ligue. Deuxième ligue inter. Deuxième ligue inter. Bon, Ouais. c'est pas. 5ème division suisse du coup. Voilà. C'est pas la meilleure équipe de Genève. Ils ont on est repris bien conscient. le championnat, la deuxième ligue inter ou... Je crois que c'est les entraînements ont repris, mais Oui, J'en sûrement suis pas les sûr. entraînements, mais ça se trouve c'est leur premier match de la saison. Et c'est Servette. Ce qui ferait tout drôle. expérience quand même pour eux. Oui, bien sûr. Toujours la Coupe de Suisse, c'est une expérience pour ces clubs amateurs. Et ça me fait plaisir qu'on joue à Bernay d'ailleurs. Et Oui. pas au Stade de Genève ou Haute-Park. Donc c'est très cool. Ils reprennent ce week-end. Ouais, ils reprennent ce week-end, mais du coup, ça sera le premier match pour Bernay, parce qu'ils vont pas jouer ce week-end. Je crois bien, je vais vérifier. C'est vrai, premier match de la saison, Coupe de Suisse Servette, tenant du titre. Ouais, ils ont fait que des matchs d'entraînement. Ouais. Ils ont fait un match de coupe. Ah, ils gagnent deuxième tout. ligue Hein. inter. Ils gagnent tout, dis donc. Ouais. Là, en match d'entraînement, ils ont battu le FC Vernier, ils ont battu tout le monde. Coleb aussi, ils ont battu Auger, ils ont battu. Ah non, ils ont Ils ont fait match nul, contre mais après, ils ont UGS. fait. En match d'entraînement, en tout cas, ils sont à 7 matchs, 6 victoires, 1 match nul. Comme beaucoup des équipes de deuxième ligue ou de deuxième ligue Ah non, inter. 10 août, qualification de Coupe deuxième ligue inter. Ah non, ils ont gagné. Ils ont aussi. gagné. Pardon, Ils j'ai ont rien gagné dit. contre. J'ai rien dit, donc ils Concorde. sont à 8 matchs, 7 victoires, une défaite, un match nul. Une belle Est-ce prépa que- quoi. Est-ce qu'on viendrait bousculer ce petit monde de Bernay ou est-ce qu'il garde. Ah, ça me ferait chier quand même que dimanche soir il soit toujours invaincu. Ça serait drôle. Mais je pense qu'ils préparent bien. Ils ont bien préparé du coup leur premier match de Coupe de Suisse. Bah oui, ils ont que ça après. La Ouais, saison, je pense c'est que c'est drôle, le hein. match de la saison. Donc, J'ai vraiment une page web Signal Bernay Confignon et à gauche Chelsea FC. C'est vraiment. Mais c'est ça le foot suisse, ça c'est mes valeurs à moi, ça c'est beau, ça c'est joli. Ça Ouais. c'est joli. Ça c'est joli, ouais. Ouais, voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout. ce qu'on Avec a des à gros dire. transferts d'ailleurs. Des gros transferts libres, des arrivées de Voilà, plein de gens. joueurs. Ouais. Écoutez, on va citer personne parce que. On va pas citer les noms parce qu'après ils Peut-être, seront je blessés sais et tout. pas, peut-être ça va nous attaquer. Non, Comment? tout va bien. Ok, bah on va passer au pronostic. Parce qu'on finit toujours sur le pronostic. Servette, Signal Bernay, Servette. Ton prono pour dimanche. Honnêtement, je pense qu'on se chie un peu dessus au début et que, ouais, je dirais un 4-2-5-2, un truc comme Ah ça ouais, pour ils Servette. mettent quand même 2 buts, Bernay, pourtant. Ouais, pour moi, ouais. Pour moi, c'est serré un peu à la manière de. Je me souviens plus contre qui c'était. Rotkreuz ou Vologne il y a 2 ou 3 ans. Où Vologne, c'était 4-2 en prolongation. Ouais, c'est ça, parce qu'on fait match nul et après on en plante 3 ou 4 en C'est prolongue et puis le match il est plié. Et c'était toi, Chino, qui avait planté en prolongation. C'était Toiti, ouais. Il avait fait une bicyclette d'ailleurs, je crois. C'était ce match-là ou Je crois, ouais. Ouais, non, c'était contre Amical, je me souviens plus. Je C'est sais Amical Saint-Pré, les trucs, les matchs. Ouais, voilà. Ou c'était Donc, Patrice qui avait fait. Bref, Coupe de Suisse, c'est toujours l'occasion pour les joueurs qui jouent pas de jouer, de se mettre en valeur. On a hâte de voir ça, j'ai hâte de voir des buts, et puis voilà. donc 4-2 ou 5-2. 4-2-5-2. Voilà. Ok. Moi, je vais partir sur un 4-0 Ok, net. d'accord. Et Mais précis. je peux monter à 5, mais Ok. ça dépend de la forme des joueurs et j'attends quand même des buts. Bon, je vais donner un buteur, Von Moos. Moi, j'espère qu'il marque dans ce match pour remettre Ah, les points sur les i. T'aimerais bien que Van Moos marque. Moi, Ouais. j'aimerais bien que tout le monde marque dans l'équipe. Hein. 11-0. Voilà. 11-0. Voilà, c'est sur ces beaux mots qu'on va finir cette analyse qui était sur Braga. On vous remercie d'avoir écouté, merci d'être là Toujours pour un cette plaisir. émission. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Nous, on vous lit tout le temps et on adore quand vous interagissez avec notre vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, que ce soit sur
tous les thèmes qu'on a abordés, Chelsea, Braga, le Mercato, ou même si vous jouez au FC Bernay et vous voulez faire Bien sûr. vous faire montrer avant le match de dimanche, n'hésitez pas. Nous, en tout cas, on sera très contents de vous lire. Il y a toutes les plateformes, voilà. Instagram, Twitter, Twitter. une application, on a tout ce qu'il vous faut. Voilà, Spotify, SoundCloud, vous pouvez nous écouter partout et nous voir partout. Créer une application, on y sera. Créer une application, on y sera. Y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup et on vous retrouve lundi. À la prochaine. Pour l'analyse du match de Coupe de Suisse. Allez, sur ces beaux mots, ciao. Ciao. Et allez, Servette.